Nous nous présentons à vous comme étant une association de recherche et d'investigation dans le domaine de la généalogie, spécialisée dans l'histoire ancienne de Paris et de la France au XIXe siècle. Dans la biographie d'Allan Kardec, que nous avons étudiée depuis 2017, nous nous sommes aperçus que ce que l'on pouvait trouver dans différentes archives en Suisse dans le canton de Vaud, mais surtout en France dans la région de l'Ain, du Rhône et de la capitale de la France, en l'occurrence la ville de Paris, soit les 4 endroits principaux où vécurent cette famille Rivail et Duhamel, ne correspondaient pas aux écrits des écrivains spirites tels Maurice de Lachâtre né en 1814 et décédé en 1900, Henri Sauce né en 1851 et décédé en 1928, dont ces écrits biographiques ont été préfacés soit par Léon Denis né en 1846 et décédé en 1927, ou bien par François-Marie Gabriel Delanne né en 1857 et décédé en 1926, qui furent pourtant des contemporains d'Allan Kardec, mais également plus proches de nous, des hagiographes comme André Moreil ou Jean Prieur etc. Des biographies édifiées principalement à partir d'informations verbales et surtout extravagantes de notre point de vue, émanant de l'escroc de l'affaire Buguet et les photos spirites truquées en 1874 et en 1875, nous voulons parler de Pierre Gaëtan Lesmarie, le digne successeur du codificateur du spiritisme, après 1869. À moins que les spirites aient eu ces informations à partir de séances de table tournante ou émanant de divers somnambules ou médiums, ce qui ne serait pas impossible non plus. En collectant les principales informations et surtout en faisant un rapide récapitulatif de ce que nous ont avancé ces grands écrivains spirites que nous venons de vous citer, nous aurions le portrait de Denisard Hippolyte Léon Rivail dit Allan Kardec, qui pourrait ressembler à ceci. Extrait. Allan Kardec aurait eu un ancêtre lointain qui s'appelait Aymar Rivail né à Saint-Marcellin dans l'Isère, proche du roi François Ier, d'Anne de Bretagne et qui était très lié au chevalier Bayard. Son grand-père paternel Antoine Rivail fut seigneur de la Leurchère. Son père Jean-Baptiste Rivail et sa mère Jeanne-Louise Duhamel étaient domiciliés à Château-du-Loir dans le département de la Sarthe. Le petit Rivail fut baptisé le 15 juin 1805 à Saint-Denis-en-Bresse, en l'église de Saint-Denis de la Croix-Rousse, qui ne faisait pas partie de Lyon. Son père Jean-Baptiste Antoine Rivail a disparu mystérieusement en Espagne en 1807, pendant les conflits napoléoniens avec le Portugal, sans laisser de traces et sans nouvelles de lui depuis tout ce temps. Pour les scientologues spirites, vraisemblablement décédé sur un champ de bataille ou en service commandé, laissant croire aux lecteurs de passage que ce fut un héros en somme, dans la tête du petit Rivail. Denisard Hippolyte Léon Rivail fit ses premières études à Lyon. Il fut élève à Yverdon-les-Bains, endroit de Suisse dans lequel il remplaça maître Johann Heinrich Pestalozzi, à la direction de son école lorsque celui-ci était absent. Il était bachelier en lettres et en sciences. Il fit des études de médecine et avait présenté sa thèse avec brio. À 20 ans, il fut exempté du service militaire. Son institut rue de Sèvres ferma ses portes en 1834 pour faillite, à cause de dettes de jeu de son oncle François Duhamel qui était son bailleur de fonds. Il tint plusieurs comptabilités pour gagner péniblement sa vie et avoir une modeste aisance. En 1844, il collabora avec David Eugène Lévy Alvarez pour la création d'un institut. En 1849, Denisard Hippolyte Léon Rivail fut professeur au lycée polymatique dans lequel il faisait des cours de physiologie, d'astronomie, de chimie et de physique. Il publia des ouvrages adoptés par l'Université de France, visiblement jusqu'à la création de son mouvement en 1857, puisque tous ces écrivains spirites n'avancent rien d'autre que cela en matière de curriculum vitae. Nous n'inventons malheureusement rien concernant ce préambule, et vous pouvez d'ailleurs facilement vérifier ces écrits en tapant le nom de ces auteurs sur le moteur de recherche Google, ou en vous rendant sur les sites de scientologie spirit de toutes sortes. Il est bien entendu qu'il en va de notre notoriété de généalogiste chroniqueur de France. Au-delà de toutes ces brochures biographiques d'Allan Kardec,
qui sont encore largement en vente de nos jours, au regard et à la compréhension des adeptes de ce précepte, ou bien même des curieux visiteurs encore non initiés, que ce soit sur le web ou bien même au sein d'associations spirites, complètement faussées du point de vue carrière professionnelle de cet homme ayant vécu au XIXe siècle. Il existe cependant quelques rares associations spirites, qui arrivent à nous conter quelque chose d'un peu plus juste, mais cependant, dans des évidences tout à fait personnelles, ce qui est bien dommage du point de vue discernement. Par contre, ces quelques assemblées spirites, sont placées sur le web, comme notre biographie de ce personnage mystérieux, noyé au beau milieu de tout cet océan d'informations falsifiées, nous venant des responsables scientologues, qui trompent le lecteur de passage en recherche de la vérité absolue, ayant pour seul but de conduire l'internaute sur une route illusoire et ainsi l'éloigner de la réalité. Et concernant ces associations spirites en véritable état de prosternation, avec lesquelles nous avons déjà débattu concernant leur tromperie sur les biographies nécromanciennes d'Allan Kardec, il nous a été simplement fait cette remarque générale, aussi consternante, que délirante, extrait, et alors, cela n'a aucune importance. Ce qui est primordial dans le spiritisme c'est le précepte par lui-même, le reste n'étant pas essentiel. Si l'on veut comparer cette imbécile réflexion avec un tableau, afin de lui en donner une profondeur, il est bien certain que vu sous cet angle, le lecteur de passage sain de corps et d'esprit, en recherche de vérité absolue, aura compris que finalement, les scientologues spirites semblent plus intéressés par la finalité de l'ouvrage, plutôt que par sa conception en elle-même, et surtout par l'artiste qui l'a exécuté. En ce début de troisième millénaire, il est temps de vous livrer les hypothèses les plus plausibles, et d'approcher au plus près de la vérité, de ce qu'il s'est passé réellement dans la vie de ce personnage, avant la création de son mouvement qui se nomme encore aujourd'hui, le spiritisme. Dans nos différentes recherches et investigations dans des archives de toutes sortes et homologuées par l'Histoire de France, voici le cursus et la carrière de ce personnage. Dans le premier volet de cette biographie, nous avions évoqué la vie d'Allan Kardec, depuis sa naissance à Lyon en 1804, jusque dans les années 1820, alors qu'en compagnie de sa mère Jeanne-Louise Duhamel il se trouvait à Yverdon-les-Bains en Suisse depuis 1815, à l'abri des troubles dits napoléoniens. Dans le second chapitre, nous vous avions parlé du retour en France de cette famille vers 1820, où Denisard Hippolyte Léon reconnut Rivaille, en compagnie cette fois-ci de son oncle François Duhamel, s'implantèrent à Paris pour essayer de développer les principes de l'enseignement de Johann Heinrich Pestalozzi, jusqu'au moment où la famille Rivaille et Duhamel au complet, se sont retrouvés aux 33 et 35 rue de Sèvres à Paris dans l'actuel 6e arrondissement, quartier Notre-Dame-des-Champs Saint-Germain-des-Prés, en l'occurrence en toute fin de l'année 1830 précisément. Le 28 février 1831, entrée d'Allan Kardec comme cotisant dans la Société française de statistique universelle, créée le 23 novembre 1829 par M. César Moreau, né en 1791 et décédé en 1860, consul de France à Londres à partir de 1816, économiste et statisticien. Mais également franc-maçon, auteur de bon nombre de précis sur cette organisation secrète. Encore un personnage qui nous indique clairement que Denisard Hippolyte Léon reconnut Rivaille, était dirions-nous très sympathisant de la franc-maçonnerie, sans vouloir fâcher les spirites qui continuent à nier que ce personnage fut un jour dans cette organisation ésotérique et rejeter l'évidence, un mot qui leur plaît beaucoup. Sans vous parler des écrivains biographes spirites de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, qui étaient à des années-lumière de la réalité concernant les informations précises et relatives à cet établissement rue de Sèvres, dans leurs révélations aussi farfelues les unes que les autres,
voilà ce que les scientologues de nos jours nous disent à son sujet. Extrait. Encore plus tard en 1831, il y a eu un nouveau déménagement au 35 rue de Sèvres, où c'était un local beaucoup plus ample que les deux précédents. Il y avait un véritable collège qui fonctionnait, avec plusieurs classes. Il s'appelait l'Institut Rivail, il s'est appelé à un autre moment l'Institut Polymatique, et donc il fonctionnait à cette adresse. Vous voyez, son activité pédagogique s'est considérablement développée entre 1824 et 1841. Et alors en 1840, les biographies en parlent un peu, et la date existante dans les biographies, elle est fausse car c'est en 1840 que l'Institut Rivail a été transféré à un autre propriétaire, Monsieur Pilotet. Et là, on ne sait pas encore pourquoi, mais les biographies disent et c'est probablement vrai, que son oncle le fameux François Duhamel, qui était un peu vicié au jeu, avait perdu beaucoup d'argent et avait ruiné un peu la famille, ce qui avait obligé Rivail malheureusement à céder son institut à ce monsieur Pilotet. Les références que l'on a par rapport à ce monsieur Pilotet, c'est qu'il y a eu énormément de dégradation aussi bien au niveau de la maintenance du local que de l'enseignement. Il y a même eu un procès et on est encore en train de chercher parce qu'il y avait des termes et des échéances qu'il n'avait pas payés. Alors, vous voyez pour Rivail au début ça s'est bien passé, il a pu développer. Mais après, sa vie est devenue plus compliquée et il fallait qu'il travaille et qu'il lutte pour le gagne-pain. Bon, au fur et à mesure que nous avancerons dans la chronologie des dates, nous reparlerons plus bas dans cette biographie de ce qu'il s'est réellement passé concernant cette coterie rue de Sèvres, et vous pourrez comparer avec ce que nous vous énumérerons comme argument en termes d'histoire, par comparaison avec ce que nous disent encore de nos jours les scientologues spirites. En attendant, rappelons que le 22 juillet 1831, entrée d'Allan Kardec comme adhérent, dans la Société d'éducation nationale qui était réservée aux chefs d'institution et maîtres de pension de France. À cette date, il était positionné en congé d'1 an de son service militaire du 1er avril 1831 jusqu'au 31 mars 1832. Cette Société d'éducation nationale était une sorte de corporation laïque, bénéficiant d'une large autonomie par rapport aux autres services de l'État, une confrérie qui était devenue depuis 1828 un ministère à part entière, ayant pour origine la loi du 10 mai 1806, et organisée par le décret du 17 mars 1808, et dont le grand maître faisait partie du gouvernement français. Contrairement à ce que pourraient vous dire les scientologues spirites en la matière, il est bien entendu que pour ces deux sociétés savantes dont Allan Kardec s'est rallié un jour, il faut retenir qu'il n'était que membre adhérent de ces deux corporations, et n'avait aucun quelconque diplôme dans ces deux domaines comme le croient encore de nos jours les Illuminati spirites, toujours en état de sublimation concernant le personnage de Kardec. Tout simplement, les cartes d'adhérents au XIXe siècle, étaient présentées sous forme de diplôme, le lecteur de passage ayant les pieds bien sur terre l'aura compris comme nous le comprenons ainsi nous-mêmes. En août 1831 ce sont d'après les spirites, les premières lettres de Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail à sa fiancée Amélie Gabrielle Boudet, qui n'a que peu d'importance dans le sens de nos recherches et investigations sur le personnage d'Allan Kardec en particulier, mais qui pour eux ont un certain intérêt, notamment du point de vue moral et d'équilibre mental. Nous reconnaissons cependant cela comme ayant été d'une certaine importance dans la vie de cet homme, mais force est de constater qu'il manque encore le principal en matière d'information nous venant des spirites, notamment sur la personnalité précise d'Amélie Gabrielle Boudet. Vous pouvez retrouver ces lettres sur le portail Progetto Kardec dont nous mettons le lien web, dans le commentaire épinglé, étant donné qu'une association spirite franco-brésilienne accepte enfin, en ce début de XXIe siècle, de les mettre en ligne sur le web à la lecture de tous les internautes intéressés. Nous vous conseillons d'ailleurs de prendre le temps de lire toutes ces correspondances, car les spirites qui détiennent le portail de ce site, ne nous disent pas tout ce qu'il y a d'écrit dans ces documents, qui méritent une attention vraiment particulière. D'ailleurs, à chaque fois qu'un événement précis vous sera évoqué dans cette biographie, nous vous indiquerons sur quelle lettre vous devrez regarder, afin de vérifier par vous-même, ce que l'on met en lumière.
Dans ce monde de l'enseignement, il engagea bien évidemment mademoiselle Amélie Gabrielle Boudet, sa future épouse, qui était issue de familles très bourgeoises, mais certainement pas comme institutrice comme le disent les écrivains biographes spirites sur leur biographie d'Allan Kardec, en assurant à leurs lecteurs en état de contemplation, qu'elle fut institutrice avec diplôme de première classe en poche. En effet, pour votre information, sachez que la première école normale pour institutrices est apparue dans notre pays seulement en 1838, selon la loi Pellet datant de 1836. Comment mademoiselle Boudet aurait pu être titulaire d'un diplôme d'institutrice de première classe en 1831 à l'époque dans laquelle elle fréquenta pour la première fois Allan Kardec? En rappelant historiquement parlant qu'en 1848, il n'y avait que 8 écoles normales d'institutrices en France, ainsi qu'une trentaine de cours normaux qui assuraient une petite formation pour les futures institutrices, une formation avant tout morale et religieuse. Et dans la loi dite Paul Bert, promulguée le 9 août 1879 par le président de la République Jules Grévy, il est dit qu'il fut obligation par les départements, à disposer d'une école normale primaire de garçons pour les élèves instituteurs, mais également d'une école normale primaire de filles pour les élèves institutrices. Amélie Gabrielle Boudet aida vraisemblablement son mari à l'Institut de Sèvres, mais pas dans l'enseignement. Peut-être qu'elle gérait l'intendance de façon générale, mais certainement pas dans des cours scolaires, comme nous le verrons d'ailleurs plus bas dans l'historique de l'Institut de Sèvres. Enfin voyons, soyons un peu sérieux. Encore une petite parenthèse, et voilà ce que les généalogistes chroniqueurs de France vous disent sur la biographie de mademoiselle Boudet, les spirites ayant été incapables de vous donner des informations fiables sur l'épouse de Kardec, justement à cause de sa situation bourgeoise dans cette société du XIXe siècle. Elle était née le 2 Frimaire de l'an 4 de la République de l'Empire, soit le 23 novembre 1795 à Thiers en région parisienne, dans l'actuel département du Val-de-Marne, et décédée le 21 janvier 1883 à Paris. Elle fut la fille de Julien-Louis Boudet, notaire royal de son état, et de Julie-Louise Saigne de la Combe, de noble famille également, dont le père Élie-François Saigne de la Combe fut conseiller des rois Louis XV et ensuite Louis XVI, et sa mère Anne-Louise Villain de Quincy fut la fille de messire François Villain de Quincy qui était ni plus ni moins que le conservateur des saisies et oppositions du Trésor royal de France. Simplement afin de vous rendre compte, le rang princier dans lequel la future compagne d'Allan Kardec appartenait, et que les spirites ne vous avaient pas encore livré ces renseignements, trouvant une fois de plus que ceci n'était qu'un petit détail sans importance dans la vie de ce couple Rivail-Boudet, toujours dans un esprit de dire que cette famille n'avait pas d'aisance particulière. Sachez que même les conférenciers spirites d'aujourd'hui, sentaient encore dans ce sens. Le seul souci, c'est qu'ils n'arrivent à convaincre que les Illuminati spirites en état d'extase et de vénération chronique, mais pas le lecteur de passage ayant les idées claires, en recherche d'histoire de France et toujours en quête de la vérité absolue, ce qui fait défaut à ce mouvement depuis plus de 150 ans, il faut le repréciser ici. Et encore, en étant désolé pour les scientologues qui se donnent bien du mal pour contourner à leur manière et comme ils le peuvent, ce fameux 8e commandement de Dieu qu'ils ont décidément du mal à observer, car sachez qu'ils connaissent aussi bien que nous, les informations que nous vous livrons concernant la famille Boudet-Saigne de la Combe, en occultant délibérément cette importance concernant le curriculum vitae de mademoiselle Amélie Gabrielle Boudet dans le domaine de la bourgeoisie, comme s'ils attendaient que quelqu'un d'autre qu'eux les ramène à la réalité et à la raison. Vous pouvez retrouver ces informations généalogiques en consultant le lien web que nous mettons à votre intention sur le commentaire épinglé. Le 23 décembre de cette même année 1831, Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail, fut lauréat du concours de la Société royale de l'Académie d'Arras qu'il avait présenté bizarrement dans cette ville 3 ans auparavant, soit en 1828, comme nous vous l'avons expliqué dans le second chapitre. Il était toujours sous les drapeaux, mais en congé de service depuis le 1er avril 1831. En 1832 il épousa mademoiselle Boudet, alors qu'il était toujours soldat,
En témoigne son extrait de contrat de mariage en date du 9 février 1832, qui est d'ailleurs présent dans les documents de la généalogie de ce personnage sur notre site geneanet.org, la case 54, dont le lien web se trouve sur notre commentaire épinglé, et ensemble ils travaillèrent dans cette école, après le 31 mars 1832, date de sa libération de ses obligations militaires. Allan Kardec en fut donc, le directeur de cet institut jusqu'à son transfert en 1841. Maintenant, concernant cet établissement rue de Sèvres à Paris, nous allons vous parler de l'énorme découverte soi-disant, que les scientologues spirites ont faite avec emballement, nous disent-ils, en ayant mis au jour en 2021, les courriers de 2 écoliers cévenols, qu'ils ont retrouvés comme par enchantement dans leur tiroir secret. 2 enfants qui nous en apprennent un peu plus sur ce fameux institut, le seul ennui étant que leurs correspondances qui sont citées dans cette archive, ne sont que sur les 2 premières années de l'ouverture de cette école, et en définitive cela nous arrange, car nous nous sommes aperçus au cours de nos différentes recherches sur ce collège, que ce sont en fait les 2 meilleures années à tout point de vue, par rapport aux années suivantes comme vous pourrez le constater plus bas dans cette biographie. En fait, le document que ces psychagogues nous décrivent, ce sont des mémoires de l'Académie de Nîmes, parus en séance du 23 mars 2018 par le correspondant Romain Daudet, qui de la page 125 à la page 151 de cet ouvrage, nous déploie des extraits de lettres émanant de Louis et Ernest Tessier-Ducrot lorsqu'ils étaient à la pension Rivail. Voilà ce que les spirites nous disent exactement, concernant ces 26 pages de mémoire. Extrait. Une énorme découverte qui a été faite en 2021, c'est un mémoire qui a été fait par un étudiant d'histoire, et publié sous forme de livre de l'Académie de Nîmes, dont la série est 9e série tome 92 année 2018, qui est l'analyse d'un inventaire qui a été fait d'une famille de la région des Cévennes, qui contient plusieurs lettres échangées par les 2 enfants de cette fratrie avec leur famille, et les 2 frères étudiés dans l'Institut Rivail dans ces périodes, 1830, 1835, et cela a permis d'enregistrer sur le cadastre de l'époque à quoi ressemblait ce local, qui avait été loué pendant un bail de 14 ans avec des jésuites. Dans une des lettres de ces enfants cévenols, on trouve l'emploi du temps de l'Institut Rivail, qui allait du lundi jusqu'au dimanche. On voit la diversité des matières qui y étaient enseignées, on sait que Rivail donnait des cours de physique, de géographie, de mathématiques, de cosmographie et de lecture dirigée. Et du coup, lorsque l'on retrouve quelque chose, ça ouvre la porte à d'autres recherches et donc la recherche sur l'identité des professeurs qui ont enseigné selon cet emploi du temps, et donc en retrouvant le professeur Payen, Loubens, Biot, Pouillet, et Désiré Lourmand. Donc vous voyez de quelles institutions, ils viennent de ces sociétés des méthodes et enseignements et l'astronomie de Monsieur Biot, il était lui de la Sorbonne etc. Ça montre la qualité de l'enseignement qui était dispensé dans cet institut Rivail. Vous remarquerez que c'est un récit plutôt élogieux à l'encontre du mage Allan Kardec, et c'est vrai que dans cette période Monsieur Rivail et sa famille avaient mis le paquet comme on dit, en matière de publicité de toutes sortes, que ce soit dans des journaux ou sur des affiches d'époque, mais si on se penche avec attention sur les lettres de ces 2 enfants cévenols, on s'aperçoit que cet institut n'était pas ce que les spirites nous en disent depuis plus de 150 ans, et force est de constater que Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail, avait certainement exagéré dans des investissements pour une si petite institution en matière de fréquentation, par rapport à la superficie globale du bâtiment. Mais que nous disent au juste ces 2 enfants prénommés Louis et Ernest Tessier-Ducrot, si l'on veut bien lire entre les lignes? Eh bien, qu'ils sont arrivés dans cet institut le dimanche 23 octobre 1831 étant âgés respectivement de 11 ans et de 17 ans. Ils étaient logés dans un dortoir commun, mais on apprend que s'ils voulaient une chambre seule il fallait donner un supplément de chambre particulière, puis venaient s'ajouter tous les frais annexes comme les ouvrages et les cartes, les leçons particulières, l'habillement, les sorties etc. L'effectif approximatif de cette école industrielle et de commerce était d'une 40aine d'élèves dont 20 internes et 20 demi-pensionnaires,
ce qui plaçait cet établissement dans le domaine de l'insignifiant, et qui explique probablement de ce fait, pourquoi cette école n'est pas répertoriée dans les annales des archives des établissements scolaires connus, de notre capitale de France dans le XIXe siècle. Donc, dans cette micro-institution, il y avait tout de même quelques domestiques parmi lesquels la femme qui était chargée du linge, l'homme qui raccommodait les souliers, et le portier. Les maîtres chargés des cours étaient des enseignants qui constituaient un ensemble disparate et difficile à cerner dont leurs origines sociales, leur formation, leurs expériences, posaient questionnement de la part des parents en général. Ces maîtres n'étaient destinés qu'aux externes et les internes avaient bizarrement d'autres éducateurs. Il n'y avait pas d'enseignants par matière mais une pluridisciplinarité qui régnait. La compétence des initiateurs amenait souvent à des explications assez fermes avec les parents d'élèves qui exigeaient auprès de Rivail, d'avoir de meilleurs enseignants, ce qui avait comme conséquence un changement assez fréquent dans l'instruction, et de ce fait, cela gênait d'ailleurs fortement les écoliers, il faut bien le comprendre. Les cours dispensés étaient de trois sortes, des cours communs ou des leçons particulières pris à la pension, et des cours publics donnés à l'extérieur. Contrairement à ce que disent les spirites concernant les grands professeurs qui étaient soi-disant employés par Allan Kardec au sein de son établissement scolaire, tels Anselme Payen, Jean-Baptiste Biot, Claude Pouillet, Antoine-Désiré Lourmand, Monsieur Loubens etc. Bien sûr que Rivail donnait certains petits cours dans son école, et nous sommes affirmatifs sur cela, puisqu'un tableau d'études nous est présenté sur ce document. Il faut vous dire que Kardec ne donnait pas beaucoup de cours par semaine, c'est le moins que l'on puisse dire. En effet, il commençait sa semaine de classe seulement à partir du jeudi, par une heure de cours de physique entre 8h et 9h, suivi d'une heure d'un mélange savant de géographie, de cosmographie, et de mathématiques, entre 9h et 10h, et enfin, une heure de cours le samedi à 13h, dans le domaine de la lecture soutenue, soit 3 heures de cours par semaine. Certainement que Allan Kardec était plutôt administrateur et intendant de cette modeste institution et non le grand pédagogue et le grand enseignant si souvent décrit dans les biographies spirites de ce personnage, qui parlait d'ailleurs et soi-disant plusieurs langues couramment. Par contre, là où nous ne sommes absolument pas d'accord avec les spirites, et c'est vrai qu'ils sont dans l'erreur cognitive à chaque fois qu'ils traitent un dossier quel qu'il soit, étant qu'ils laissent croire aux lecteurs de passage, que ces grands professeurs que nous vous avons énumérés précédemment, et qui étaient en provenance des sociétés et enseignements pédagogiques, de la Sorbonne, Palais des Arts et Métiers etc., se déplaçaient en quelque sorte personnellement, et venaient donner des cours dans l'Institut de Sèvres, alors que Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail envoyait purement et simplement ses élèves dans les écoles où ces grands professeurs enseignaient. Dans ce document, c'est pourtant écrit ainsi en toutes lettres et très clairement, dans des cours publics, à un endroit dans lequel les élèves de différentes écoles se joignaient entre eux pour assister aux cours, ce qui n'est pas pareil. C'est pour cela que dans les biographies de ces grands enseignants, nous ne trouvons rien sur eux concernant leur présence dans l'Institut Rivail ou à son service, puisqu'ils n'y ont jamais mis les pieds. L'Institut Rivail, un établissement totalement inconnu dans les annales des archives de l'éducation française ou à l'Institut national de recherche pédagogique. Enfin voyons. Vous pouvez vérifier sur la biographie de chacun de ces enseignants, en tapant leur nom sur le moteur de recherche Google par exemple, afin de vérifier vous-même. Vous vous rendez compte la fortune qu'il aurait fallu à Rivail pour employer tous ces gens-là? Surtout qu'au plus fort de son institut, nous vous rappelons qu'il n'y avait qu'une vingtaine de pensionnaires et autant d'externes en demi-pension, soit une quarantaine d'élèves. Et que dire après la fin de l'épidémie de choléra en 1833 dont le premier cas fut enregistré le 26 mars 1832, la mère de Rivail ayant été elle-même une victime parmi tant d'autres en juillet de cette même année. La pension Rivail fondit d'ailleurs en effectif, ne restant plus qu'à 12 internes au lieu de 20 au départ. Nous vous rappellerons d'ailleurs ces faits un peu plus bas dans ce curriculum vitae. En matière de congés, les externes n'avaient que 15 jours de vacances par an,
alors que les internes avaient 1 mois et demi. Le régime alimentaire n'était pas exempt de reproches et certains élèves devaient cantiner afin d'améliorer l'ordinaire, car les enfants devaient faire maigre 2 fois par semaine à propos justement de pain sec. Il y avait également des sanctions d'ordre pécuniaire infligées aux étudiants, comme par exemple s'asseoir sur les tables, monter sur les fenêtres, casser quelque chose etc. De plus, la pension Rivail restait totalement étrangère à la presse d'opinion et aux lectures politiques, et elle ne recevait aucun autre type de journaux ou de périodiques. Quant aux lettres que les enfants écrivaient à leurs parents, il faut savoir que Rivail les décachetait pour vérifier ce que les élèves écrivaient à leurs parents, et il faisait bien plus, car il ne recevait que celles qui étaient affranchies, et cela avait eu pour conséquence de convaincre certains élèves à se faire envoyer leurs courriers dans d'autres endroits, et de les récupérer ensuite. Louis Tessier Ducrot termina ses activités avec soulagement chez Rivail en 1833, soit au bout de 2 ans, en écrivant à son oncle Jean que lui et ses camarades étaient tellement ennuyés par les procédés minutieux qu'employait Monsieur Rivail pour gagner de l'argent, qu'il était grand temps de son point de vue, d'en finir avec ses études à Paris. Quant à son frère Ernest, il limita son enseignement à la pension Rivail jusqu'en 1836, soit jusqu'à ses 16 ans seulement. Vous voyez bien que tout n'était pas un long fleuve tranquille au cœur de cet établissement scolaire loin s'en faut, et les spirites ne pourront pas faire autrement que de valider ce que nous vous avons narré ci-dessus avec en prime le lien web sur le commentaire épinglé, qui vous permettra de constater les indications que nous venons de vous donner, sans équivoque possible. Dans ces conditions, on se prête à imaginer ce qu'ont pu être les 2 précédentes écoles que cette famille Rivail Duhamel avait créées en 1825 au numéro 9 rue Richer et en 1828 au numéro 65 rue Vaugirard. Nous vous apportons tout de même une petite note d'histoire, en vous disant que la rue de Sèvres s'appelait au XIIIe siècle, chemin de la Maladerie ou de la Maladrerie, plus tard rue des Charbonniers, rue du Boulouet, rue des Petites Maisons, puis rue de l'Hôpital des Petites Maisons, et que d'après de vieux documents récupérés aux archives des Jésuites de France, ce bâtiment du 33-35 rue de Sèvres à Paris, abritait jusqu'au début du XXe siècle un bazar qui avait comme enseigne au square du Bon Marché, mais également une succursale d'un magasin de fleurs artificielles qui s'appelait aux Lys de Pâques de Monsieur Léon Lomé, dont la maison mère se situait au numéro 45 de la rue de Sèvres, et enfin l'enseigne Bernot. Cet ensemble fut détruit après 1910 et correspondrait de nos jours à une petite chaîne de magasins de chaussures et d'habillement. En mars 1832, une épidémie de choléra s'était donc déclarée à Paris, diminuant de ce fait le nombre d'élèves dans cet établissement. Pas de chance pour Allan Kardec qui venait tout juste d'être libéré de ses obligations militaires. On attend avec impatience les documents des spirites qu'ils avaient promis à leurs lecteurs de mettre en ligne et parlant de ces faits, s'ils le veulent bien, parce que nous supposons qu'il y a certainement à l'intérieur, des informations super importantes ou peut-être bien gênantes, ceci expliquant cela, si l'on peut dire. En tout état de cause, il vous faut savoir qu'historiquement parlant le choléra morbus était plus dangereux que la peste. L'épidémie de 1832 qui eut son origine dans le golfe du Bengale en Inde, déferla dans la capitale de la France entre mars et septembre 1832, dont le foyer le plus meurtrier se situait dans le quartier Saint-Méry près du 4e arrondissement, autour de l'hôtel de ville et distant de la rue de Sèvres à 2800 mètres environ, faisant près de 20 000 morts à Paris soit 3% de la population totale et 100 000 morts sur l'ensemble de notre territoire de France. L'expression française avoir une peur bleue, vient de cette infection bactérienne qui s'appelle le bacille de Gram négatif. C'est également en 1832 qu'un drame dans la vie d'Allan Kardec se produisit, décidément. En effet, le 3 juillet, Jeanne-Louise Duhamel sa mère, s'est éteinte à l'âge de 59 ans au domicile de la rue de Sèvres. Un document que vous pouvez consulter dans les fonds des archives de Paris en code DQ8, 907, acte numéro 795 en page 66 sur 198 est présent au moyen d'un lien web qui se trouve sur notre commentaire épinglé. Maintenant, ce que nous pouvons attendre des spirites,
c'est qu'ils nous disent dans un premier temps, de quoi est morte Jeanne-Louise Duhamel, en sachant que le choléra serait peut-être une raison toute simple, mais si les scientologues détiennent une correspondance relatant ce tragique événement, il serait grand temps pour eux de nous en dire plus au nom de l'histoire, mais aussi concernant l'héritage que Jeanne-Louise Duhamel laissa au couple Rivail-Boudet, puisque Denisard Hippolyte Léon fut son seul héritier, il ne faut tout de même pas l'oublier. Une information supplémentaire étant qu'elle fut enterrée au cimetière de Montparnasse. Il est bien évident qu'à la mort de la mère d'Allan Kardec en ce mois de juillet 1832, le couple Rivail-Boudet avait perdu gros, car Jeanne-Louise Duhamel était leur tête pensante. À partir de ce moment, nous pensons que les époux Rivail furent déstabilisés dans leur vie de tous les jours et un peu perdus. Ils commencèrent à consulter des somnambules et des magnétiseurs lorsqu'ils n'étaient pas sûrs de prendre les bonnes décisions et orientations dans leur vie courante et professionnelle, en toute naïveté. La preuve avec les propos d'Allan Kardec sur ses lettres de correspondance qu'il adressa à son épouse comme celle du 20 août 1841, du 12 octobre 1841, du 23 juin 1842, du 6 juin 1845, que vous pouvez retrouver en ligne sur le site Spirit Progetto Kardec, en conservant toujours dans votre esprit que les scientologues ne produisent pas tous les documents qu'ils possèdent, il faut vraiment le dire. Nous aurons l'occasion de vous reparler de ces courriers un peu plus bas dans cette biographie. Du côté des spirites contemporains à notre époque, toujours par rapport à notre biographie historique, ils sont obligés maintenant de nous restituer un curriculum vitae de Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail, qui sent un peu plus la vérité, parce qu'ils détenaient depuis toujours dans leur tiroir secret, des correspondances de Kardec qui ne peuvent malheureusement pas être mises en ligne dans les archives nationales de France, tout simplement parce que les scientologues les avaient gardées jalousement jusqu'alors, après plus de 150 ans de cachotterie, et aujourd'hui, ils se décident enfin à les livrer timidement au compte-gouttes dirions-nous, mais pour l'instant que sur certains portails spirites. C'est pour cela que les lecteurs de passage en recherche de l'histoire vraie sur Allan Kardec, ont du mal à retrouver ces informations, car il faut chercher au cœur de tout cet océan de différentes tendances spirites et surtout ne pas se tromper de chemin. Il faut tout de même le souligner et ne pas avoir peur de dénoncer ces faits qui nous semblent être tout bonnement des actes dans le domaine de la préméditation, nous tenons encore à bien le souligner ici. Le 15 mai 1834 d'après les spirites, entrée d'Allan Kardec comme adhérent cotisant dans l'Institut historique de France, qui avait été créé par arrêté ministériel et le ministre de l'époque de l'Instruction publique François Guizot, ayant pour objet l'histoire en général. Un institut tout nouveau puisqu'il fut fondé le 24 décembre 1833 et constitué le 6 avril 1834, au numéro 1 rue de l'Université à Paris dans le 7e arrondissement, quartier Saint-Thomas d'Aquin, Invalides Gros Caillou, par Joseph Michaud né en 1767 et décédé en 1839, qui fut député de l'Ain, titulaire de la Légion d'honneur, membre de l'Académie française, et par Eugène Garret de Monclave né en 1796 et décédé en 1878, qui fut officier d'état-major, directeur de l'instruction publique du Brésil, membre de la Société de l'Histoire de France, écrivain et journaliste. Cet institut fut reconstitué le 13 mars 1872 et reconnu d'utilité publique par décret du 3 mai 1872. Il était célèbre pour sa revue périodique, L'Investigateur, le journal de l'Institut historique, publication de référence conservée à la bibliothèque de l'Arsenal, qui devint en 1913 la revue des études historiques. Ces statuts furent adoptés le 29 juin 1876. La société était constituée à sa fondation de 12 classes. Le 22 février 1836, devant la difficulté de pouvoir réunir chacune des classes, les statuts révisés le 22 février 1836, réduisirent leur nombre à 4. Les activités de la société cessèrent définitivement en 1957. À noter que Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail qui fut donc, membre du conseil de l'Institut historique, fut nommé en 1835 vice-président de la 4e classe,
en l'occurrence dans les domaines de l'histoire des sciences physiques et mathématiques dont le président fut Monsieur Lehaut, ingénieur des ponts et chaussées et le secrétaire fut le docteur Sandras, agrégé à la faculté de médecine de Paris, mais aussi rapporteur du journal de la Société de phrénologie. Kardec avait d'ailleurs profité de sa position de vice-président dans cette société savante, pour glisser dans le journal de cette assemblée un long article publicitaire concernant son petit institut de Sèvres, qui devait commencer sérieusement à lui coûter beaucoup d'argent, par rapport à la fréquentation et du nombre insuffisant des élèves présents à ce moment-là dans cet établissement pour être viable, d'où son orientation quelques années plus tard vers les métiers de la banque et du négoce que nous allons vous raconter dans le prochain chapitre. Vous pouvez consulter le lien sur notre commentaire épinglé pour votre information, même s'il s'agit visiblement d'une publicité dans le journal de l'Institut historique en date du 1er janvier 1835 que les spirites n'aiment pas trop citer, car ils considèrent les journaux comme étant des écrits satiriques. Allez savoir pourquoi. Un article qui se trouve en page 218 dans la rubrique chronique de ce journal. C'est vrai, un petit coup de pouce publicitaire et gratuit émanant des hauts responsables et têtes pensantes de cet Institut historique de France, à l'intention tout de même d'un vice-président de la 4e classe de cette grande convention à cette époque. Vous pourrez constater sur le lien web, même si ce fut exagéré en matière de propagande comme nous avons pu nous l'imaginer, en rapport avec la réalité, que pour faire fonctionner au demeurant une telle machine rue de Sèvres, il ne fallait pas sous-estimer la trésorerie qu'il fallait posséder, pour faire vivre un tel institut dans sa globalité, et vous l'aurez compris comme nous d'ailleurs. Ceci, pour informer le lecteur de passage, mais aussi l'Illuminati Spirit de base, qui ne sait pas grand-chose de l'histoire d'Allan Kardec. À noter que sur le moteur de recherche Google, en entrant sur le portail du site des sociétés savantes, qui se trouve être de nos jours le Comité des travaux historiques et scientifiques précisément, il existe un moteur de recherche interne qui permet de retrouver un membre qui aurait appartenu à cette organisation savante, mais entre 1804 et 1869, il n'y a pas de Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivaille qui apparaît à l'écran, sous votre contrôle, à l'adresse web que vous pourrez retrouver sur le commentaire épinglé. Une autre information étant effectivement que cet Allan Kardec n'a été membre honoraire et actif dans cet Institut historique de France, uniquement en 1835, et que les années suivantes il ne figure plus dans l'effectif de cette congrégation, ce qui nous laisse supposer que ce personnage était très calculateur et très malin dirions-nous, afin de se faufiler dans ce 19e siècle, et de se placer ainsi en bonne place et uniquement cela. Reste maintenant à savoir si dans les autres sociétés savantes, il a pratiqué de la même façon, ce qui ne serait pas impossible, loin s'en faut. N'hésitez surtout pas à consulter les 2 liens web qui sont sur notre commentaire épinglé, à toutes fins utiles mais également afin que vous vous rendiez bien compte que nos recherches et investigations sont d'une très grande précision, pour la compréhension de la vie et les ambitions de ce personnage dans le Paris du 19e siècle. Le 26 juin 1834, ce fut l'année du décès de son père reconnu en Dordogne. Dans une des innombrables vidéos YouTube, parlant de la biographie de Kardec, les spirites nous disent qu'en 1834 précisément, Rivaille était allé rendre visite à une de ses tantes à Lyon, sans nous préciser laquelle d'ailleurs. Simplement une sœur de Jean-Baptiste Antoine Rivaille, et il a fallu que nous fassions encore quelques recherches en matière de généalogie, pour savoir de qui il s'agissait et en l'occurrence, Reine Rivaille épouse Matevaux. Vous pouvez vous rendre sur le site Progetto Kardec, et consulter les courriers qui sont d'ailleurs très explicites en la matière. En tout état de cause et historiquement parlant, nous voulons clarifier que dans son village perdu de Belvès en Dordogne, dans lequel le père présumé de Kardec Jean-Baptiste Antoine Rivaille résidait depuis 1806 au minimum, pour une ou plusieurs raisons que nous pensions obscures jusqu'à ce que nous vous apportions cette découverte et cette petite précision, qu'il s'était retrouvé à un moment donné dans son existence d'exilé, en compagnie d'une certaine Madame Marie Lavaur, veuve Trémoulet de Lessalles depuis 1807. En effet, il avait habité avec elle aux alentours des années 1810,
dans un petit lieu-dit, jouxtant le village de Saint-Martial canton de Dôme en Dordogne, puisque sur un acte de mariage de la fille de cette compagne qui se nommait Jeanne-Joséphine Trémoulet de Lessalles, nous trouvons la signature de Jean-Baptiste Antoine Rivail au bas de ce document en date du 10 mai 1815, précisément. Par la suite, il faut croire qu'entre 1815 et 1834, il s'était passé encore des choses pas très catholiques avec ce personnage, puisque visiblement il s'était à nouveau retrouvé seul dans sa vie, pour la finir dans la ville de Périgueux au moment de sa disparition. Dans des documents d'archives, voilà ce que l'on nous informe en date du 23 janvier 1835. C'est une déclaration des mutations par décès, une succession entre étrangers, extrait. A comparu monsieur Jean Sépard, cafetier, habitant place Tourny à Périgueux, lequel nous a déclaré que le sieur Jean-Baptiste Antoine Rivail, avocat, est décédé dans cette ville le 26 juin dernier après avoir fait un testament devant monsieur Bellem, notaire en cette ville le 24 novembre 1832, enregistré le 26 juin 1834, par lequel il institue le comparant, héritier, conjointement avec dame Dorothée Élisabeth Brandebourg, son épouse, sans avoir absolument rien laissé. Ayant abusé de la confiance du comparant, en cherchant à lui persuader qu'il était possesseur d'une rente sur l'État, inscrite au grand livre de la dette publique pour une somme annuelle de 1253 francs, tandis qu'il n'en avait que l'usufruit. Le capital appartient à madame Lavore, veuve Trémoulet de Lessalles, commune de Saint-Martial canton de Dôme, arrondissement de Sarlat. Se soumettant en cas de fausse déclaration ou omission aux peines voulues par la loi et à signer, monsieur Sépard. Déclaration négative. Arrêté le 23 février 1835. Arrêté le 24 du 10. Quant à la procuration de Jean-Baptiste Antoine Rivail, que nous avons également en main, c'est un document qui rappelle la déclaration des mutations par décès que nous venons de vous évoquer. Simplement il vous faut savoir que cette pièce officielle, fut établie par devant Jean-Baptiste Bellem et Jérôme Lefond, notaire à Périgueux, en date du 24 novembre 1832 et que vous pouvez consulter sur notre site de généalogie généanet.org, en tapant la case 54, et vous rendre sur les notes consacrées à Jean-Baptiste Antoine Rivail, père reconnu d'Allan Kardec. Enfin, nous avons des archives en ligne qui parlent aujourd'hui, et nous conduisent à d'évidentes conclusions aussi simples que cela, car la vérité est toute naturelle, voyons. Mais nous vous laissons bien évidemment vous faire votre propre opinion concernant ce nouveau petit rebondissement dans cette famille. De toute évidence, nous avons affaire à un personnage qui a roulé dans la farine son petit entourage, en abusant de la gentillesse et de la confiance des gens qui le choyaient, et comme on dit dans le jargon bien de chez nous, tel père, tel fils. Inutile de vous dire que ceci est une malhonnêteté caractérisée et donc pourrait être comparée à une parfaite préméditation en matière pénale. Décidément cet homme-là fit du mal à toutes les personnes qu'il fréquenta tout au long de son existence. Dans un souci de dire enfin la vérité dans cette biographie depuis plus de 150 ans, les spirites nous informent dans une toute récente conférence vidéo sur le web, que Jean-Baptiste Antoine Rivail s'était fait passer pour mort en réalité, et nous en concluons bien évidemment qu'il avait déserté de ses obligations militaires dans cette période de guerre. Un drôle de soldat, en plus du reste. Nous revenons sur le personnage d'Allan Kardec et dans un quotidien qui s'intitule Le Censeur de Lyon, les grands chercheurs spirites nous informent d'un article fort intéressant qu'ils ont découvert en ce début de XXIe siècle, concernant Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail, en date du 4 mai 1835 sur le numéro 131 en page 3 colonne de gauche, visible sur le lien web qui se trouve sur notre commentaire épinglé. Donc, le 4 mai 1835, conformément à ce qu'il y avait décrit sur ce journal, Rivail venait d'obtenir l'appellation de lycée polymatique par rapport à son institut de base, ce qui ne voulait pas dire du tout que c'était un titre, mais simplement que dans sa modeste école, il y avait un enseignement varié comme dans bon nombre d'établissements à cette époque, et rien de bien sensationnel en somme. En plus,
Voilà ce que nous disent les spirites en état de lévitation, dans une vidéo biographique, toujours en rapport avec cet article. Extrait. Une autre découverte qui a été faite en juillet 2021, on savait déjà que Rivail avait été inventeur et qu'il avait déposé un brevet pour une cuvette siphon mobile en 1855, à l'époque où les égouts étaient construits à Paris, on voyait les inconvénients des odeurs qui remontaient, et donc en juillet 2021 a été découvert dans le journal qui s'appelle Le Censeur de Lyon, en date du 4 mai 1835 et à cette date il avait déposé d'autres brevets, donc un procédé pour mesurer la vitesse et la direction du vent, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'anémomètre, et un autre, un appareil de distillerie qui permet la désalinisation de l'eau de mer, notamment dans les navires pour produire de l'eau potable et buvable par les marins. Nous attendons avec impatience que les grands chercheurs et investigateurs spirites se rendent au plus vite, aux Archives nationales de France pour faire enregistrer sous scellé et faire mettre à jour par des personnes compétentes en la matière, ce qu'ils nous disent concernant ces inventions, mais à moins que le lecteur de passage soit pris une fois de plus pour un naïf sur cette information, dont nous sommes à peu près sûrs que les adeptes Illuminati spirites en état de grâce, sont totalement en communion avec ceux-ci, mais encore une fois mesdames et messieurs les scientologues, ne savez-vous donc pas que l'anémomètre comme vous dites, n'est-ce pas par hasard Léon Battista Alberti né en 1402 et décédé en 1472 qui l'inventa au XVe siècle, et qui fut amélioré par l'anglais Robert Hooke né en 1635 et décédé en 1703. Et pour la désalinisation ou le dessalement de l'eau de mer, n'est-ce pas une vieille invention qui date du temps d'Aristote né en l'an 384 et décédé en l'an 322 avant Jésus-Christ, amélioré par le savant anglais Adélard de Basse né en 1080 et décédé en 1152, par le principe de l'évaporation de l'eau. Par contre on ne voit pas le nom de Rivail sur une quelconque invention dans nos archives nationales de France, homologuée de façon catégorique, et surtout encore utilisée de nos jours, même concernant le siphon mobile dont tout le monde sait que c'est l'anglais Joseph Bramah qui l'inventa en 1778. Sans trop vouloir encore nous moquer une fois de plus ici, nous ne savions pas que Allan Kardec avait été un grand inventeur, en plus d'avoir été un grand professeur très connu dans notre pays, inscrit en lettres d'or dans les archives de l'Éducation nationale de France ou à l'Institut national de recherche pédagogique. Avec à son service soi-disant, les plus grands pédagogues et les plus grands enseignants sur la place de Paris. En plus ce Rivail était un proche du roi Louis-Philippe et de l'empereur Napoléon III. Rivail, une personnalité que tous les Français connaissent très bien d'ailleurs du bout des doigts, sauf pour 99,99% de notre population, et pour cause. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce personnage voyageait beaucoup à travers l'Europe à cette époque, et il était aux premières loges, contrairement à la majorité de la population française qui était très pauvre au XIXe siècle, et de ce fait, elle n'était au courant de pas grand-chose en définitive, surtout bien loin dans sa préoccupation quotidienne de toutes ces inventions qui avaient été créées des siècles auparavant et dont personne ne s'en inquiétait vraiment, même pour ceux qui, dans notre pays de France, imprimaient des articles dans les journaux en 1835, sans vraiment être au courant non plus des éventuelles découvertes, mais seulement en présence de petits malins qui se présentaient à eux avec leurs projets en main, et qui avaient tout simplement pillé dans des ouvrages ou dans des pays voisins, ce que d'autres avaient inventé avant eux. Le 10 juillet 1835, entrée d'Allan Kardec comme membre adhérent dans la Société des sciences naturelles de France créée en 1666 par Jean-Baptiste Colbert, né le 29 août 1619 à Reims et mort le 6 septembre 1683 à Paris, qui était à partir de 1665 un des principaux ministres de Louis XIV, en tant que contrôleur général des finances, secrétaire d'État de la Maison du Roi et secrétaire d'État de la Marine, pour la petite histoire sur l'origine. En fait elle portait le nom précis d'Académie des sciences nommée Académie royale des sciences en 1666, faisant partie intégrante des 5 académies regroupées au sein de l'Institut de France. Elle a toujours cours de nos jours. Ce qu'il vous faut savoir, étant que n'importe qui, ne pouvait pas rentrer dans cette grande maison. Il fallait être recommandé et bourgeois reconnu dirions-nous,
Et l'histoire nous apprend que celui qui faisait partie de cette société dite savante touchait des indemnités importantes. Nous comprenons mieux aujourd'hui pourquoi Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail en faisait partie. Mais il y a mieux. Au moment où Allan Kardec intégra cette société, celle-ci était sous l'influence de M. François Arago que Rivail connaissait en tant que notable, mais pas seulement. En effet, ce M. Arago, qui était physicien et astronome de formation, fut un héros de la guerre d'Espagne en 1809, ce qui lui permit de devenir membre de l'Académie des sciences. Il fut directeur de l'Observatoire de Paris, mais un homme politique influent, puisque conseiller général du département de la Seine depuis 1830, une des figures du Parti républicain pendant la monarchie de Juillet et député des Pyrénées-Orientales en juillet 1831 précisément. Le plus surprenant, c'est qu'il fut pendant les Trois Glorieuses, c'est-à-dire entre le 27 et le 29 juillet 1830, colonel de la Garde nationale, dans laquelle fut nommé caporal, Allan Kardec en personne, pendant la conscription de son service militaire et qu'il connaissait vraisemblablement. Un corps d'armée, nous vous le rappelons, sous le haut commandement du général Lafayette, franc-maçon reconnu de son état, puisque tout historien qui se respecte sait que sur son épée était gravé le sigle de la franc-maçonnerie. Nul doute que ce François Arago était lui aussi franc-maçon. Une fois de plus, nous nous posons une question très simple. Est-ce que Rivail n'était-il pas à ce moment-là, déjà franc-maçon, avec de tels contacts que cela? D'après les spirites et parallèlement à ses cours payants d'enseignement ordinaire, Denisard Hippolyte Léon reconnut Rivail mit soi-disant en place à son domicile, des cours gratuits de physique, chimie, astronomie comparée et traduisit des livres allemands et anglais. En recherche d'informations par nos équipes d'investigateurs depuis 2017, mais toujours en vain malheureusement. C'est également à cette époque, nous disent les spirites, que Rivail prêta la jolie somme de 6 000 francs à son seul beau-frère, en l'occurrence François-Julien Boudet né en 1799 et décédé célibataire en 1841. C'est tout de même bizarre car les scientologues nous parlent encore de nos jours d'une famille Rivail et Duhamel, qui n'avait pas d'aisance particulière. Encore une contradiction, décidément. Le 14 septembre 1837, nous retrouvons aux archives des tribunaux de la Seine une affaire d'accusation de faux par supposition de personnes pour l'admission au grade de bachelier en lettres, sous la présidence de Maître Dupuis et dans laquelle un certain Rivail chef d'institut fut cité en qualité de témoin, dont les trois mis en cause furent Isidore Barre, professeur de langue latine, Ferdinand Morla, jurisconsulte demeurant à Paris, et Antoine Mariette, répétiteur d'institution. Ce Rivail avait déclaré dans l'instruction écrite que, extrait, Morla lui avait proposé des jeunes gens comme maître d'études, mais qu'il avait refusé ses bons offices, le croyant peu scrupuleux dans le choix des sujets qu'il présentait. Ce qui nous fait penser que ce Rivail-là, était chef d'institut à Paris et donc le personnage qui nous intéresse ici, précisément. L'accusé Morla s'en défendit en disant que c'était une fausse déclaration et que le jeune homme dont parlait M. Rivail avait été recommandé par le père Jean-Nicolas Loriquet, ex-jésuite né en 1767 et décédé en 1845, que Kardec connaissait très bien d'ailleurs, puisque nous vous rappelons que l'Institut de Sèvres était la propriété des Jésuites de France. La Cour avait d'ailleurs prononcé l'acquittement des trois accusés. Dans cette affaire, si d'aventure les spirites possèdent un courrier personnel de Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail dans lequel il aurait évoqué cette citation de témoignage, ce serait la moindre des choses de nous en dire davantage sur le sujet, à la recherche de la vérité, étant donné que les courriers personnels de Kardec, ce sont les scientologues spirites qui les détiennent depuis toujours, et malheureusement ces correspondances ne font pas partie des archives nationales de France, mais sont gardées jalousement par ce mouvement. On se demande bien pourquoi et c'est bien dommage pour l'histoire. Vous pouvez consulter dans le commentaire épinglé les deux liens qui vous mèneront à cette information. C'est également en cette année 1837, que Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail, se rendit à Londres en Angleterre, pour essayer d'aller chercher des élèves étrangers, afin de garnir son institut de la rue de Sèvres, qui était à ce moment-là en grand danger financier.
sans grand succès apparemment. On pourrait penser que c'était dans un souci de ressembler à ce qu'il avait connu lorsqu'il était à Yverdon-les-Bains en Suisse, à une époque dans laquelle il était lui-même étudiant, ou pour une toute autre raison qui serait plus pertinente, étant entendu que pour nous chercheurs et investigateurs, à la lecture de l'un de ses courriers présents sur Progetto Kardec en date du 19 septembre 1837, cela semblait être une urgence pour lui de trouver des candidats à tout prix, même étrangers, vu la teneur de ses propos dans cette fameuse lettre adressée à sa femme, et nous pensons que les étudiants potentiels de notre pays, se désintéressaient déjà à ce moment-là de son institut parisien, pour différents motifs que nous espérons retrouver peut-être un jour dans les archives nationales de France, ou tout bonnement sur un journal de l'époque et relatif à l'éducation scolaire. En tout état de cause, Rivail avait non seulement du temps mais surtout de l'argent pour voyager ainsi à travers l'Europe si on en croit les informations des spirites. Encore une preuve que cette famille Rivail et Duhamel avait des moyens d'existence autres, que de simples instituteurs de base, qui n'auraient pas pu assurer à eux seuls toute cette intendance, sans une fortune familiale conséquente, et vous l'aurez compris ainsi, comme nous. Surtout dans ce premier tiers du XIXe siècle, si misérable dans l'ensemble, après le désastre des guerres de coalition. Le 19 juillet 1838, Allan Kardec prit sa carte de membre adhérent de la Société de l'Institut des langues fondée à Paris le 28 avril 1837, et dont le président était Monsieur Charles Nodier, né en 1780 et décédé en 1844, écrivain romancier, membre de l'Académie française et bibliothécaire en chef de la bibliothèque de l'Arsenal. On lui a attribué une grande importance dans le mouvement romantique. Il fut bibliothécaire du comte d'Artois, futur roi Charles X, et fut un proche du grand Victor Hugo. Encore une fois, des personnages très importants que tout le monde ne pouvait pas approcher comme cela, c'est évident. Il fallait être soi-même aristocrate, c'est certain. Un membre fondateur de cet institut et bien connu d'Allan Kardec était le grammairien Alex Boniface, son ancien employeur à ses débuts, mais également M. Aîné Marle qui avait créé le journal grammatical et didactique de la langue française en 1826, tous deux membres de l'Athénée et de la Société grammaticale académique. La revue était reparue dans ces dernières années de la Seconde Restauration, placée à la suite du sacre de Charles X, sous l'influence de l'ultracisme, et soumise depuis 1827 aux pressions d'une censure idéologique mesquine, dont le bureau était situé au numéro 21 de la rue Richelieu à Paris 1er et 2e arrondissement, quartier Palais-Royal Vivienne. Toutes ces informations sont bien évidemment consultables aussi bien à la Bibliothèque nationale de France, que sur le web, mais également en salle de lecture dans les différentes archives municipales de la ville de Paris, et sur notre commentaire épinglé bien sûr. Nous espérons que les spirites comprendront enfin que Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail dit Allan Kardec, ne fut pas comme ils nous le décrivent, un personnage qui dut travailler dur pour vivre péniblement nous disent-ils, dans ce 19e siècle avec toutes ces personnalités qu'il côtoya de près comme de loin. En conclusion de ce troisième chapitre, nous dirions que si nous associons toutes les informations que nous avons découvertes sur ce personnage, que ce soit dans les archives nationales de France, ou municipales de la ville de Yverdon-les-Bains mais aussi de Paris, et que nous les mettions en relation avec tous les écrits que nous avons découverts en salle de lecture, dans les archives des Jésuites de France à Vanves, dans le département des Hauts-de-Seine en région Île-de-France, concernant cet institut de la rue de Sèvres, dont cette congrégation religieuse fut le bailleur de la famille Rivail et Duhamel, les lettres personnelles de Allan Kardec que nous retrouvons sur un site spirit brésilien du nom de Progetto Kardec, qui détient les documents intimes de M. Rivail en l'occurrence ses courriers, les extraits de lettres de ses deux élèves Sévenol Tessier Ducros, ayant été étudiants dans cette école de commerce et d'industrie entre 1831 et 1836, nous nous apercevons en toute évidence que Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail n'était absolument pas un grand professeur, ni un grand pédagogue puisqu'il n'avait aucun diplôme dans le domaine de l'enseignement, seulement de l'argent pour pouvoir ouvrir à titre privé un institut, qu'il avait d'ailleurs surestimé dans sa capacité globale, avec le petit nombre d'élèves qu'il avait au plus fort de sa fréquentation,
qu'il ne faisait que des cours très basiques et que de quelques heures seulement sur une semaine, qu'il voyageait beaucoup et qu'il était très dépendant aux jeux d'argent, dans les casinos qu'il fréquentait assidûment avec son oncle François Duhamel, qu'il avait non seulement des soucis pour encadrer ses étudiants et faire respecter l'ordre, mais qu'il avait également du mal à régler sa location chaque mois aux Jésuites de France. Et que dire concernant ses propres livres scolaires tant vantés par les spirites, dont il était le seul à les utiliser et non édités à l'intention des hautes études pédagogiques de Paris ou d'ailleurs en France, comme nous diraient les scientologues en état de béatitude, soit pour une quarantaine d'élèves tout au plus, des éditions copiées sur le modèle qu'avait inventé avant lui, un certain Johann Heinrich Pestalozzi, et il n'y a vraiment pas de quoi trouver une gloire à tout cela. Au fond, là voilà la triste vérité que les responsables d'associations spirites connaissent ouvertement bien sûr, mais qu'ils refusent catégoriquement de faire savoir à leurs adeptes, depuis plus de 150 ans. À partir du chapitre suivant, vous constaterez que la vie de Allan Kardec va prendre une toute autre tournure, et que les spirites du monde entier ont du mal encore de nos jours à digérer, à cause des activités professionnelles de ce personnage qui n'ont plus rien à voir avec le petit métier d'instituteur qu'il avait jusqu'à présent, et nous sommes encore navrés que dans l'idée, malheureusement tous les Illuminati spirites de base, qui se sont lancés dans cette doctrine, se sont fait avoir par leur gourou qui connaissait depuis le départ, le véritable visage de Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivaille, en ne respectant absolument pas du tout, le 8e commandement de Dieu. Vous le constaterez vraiment, et décidément les scientologues spirites continuent même encore de nos jours, à nous dire des fausses indications sur Allan Kardec dans le cours de sa vie. Il semblerait que cela fasse partie intégrante de leur façon de dire les choses comme étant naturelles pour eux, à moins qu'il s'agisse vraiment de personnes atteintes de dissonance cognitive, ce n'est pas possible autrement. Sachez que de notre côté, nous essayons toujours de vous apporter la juste lumière et de ce qu'il y a de plus crédible, en considérant que nous n'avons pas encore retrouvé toutes les informations concernant cet homme, qui sont contenues quelque part dans nos archives nationales de France, étant toujours en recherche et investigation constante depuis 2017, et toujours à l'écoute du moindre indice nous parvenant de tous côtés, mais si utile pour transmettre la connaissance à l'internaute, pour l'histoire. Vous pouvez consulter les liens web, que nous mettons à votre disposition sur notre commentaire épinglé, et nous vous invitons à visionner le petit reportage qui suit, par notre hypnotiseur et mentaliste de cœur, Monsieur Cyril Dose, sur les techniques des médiums qui prétendent entendre des voix venues de l'au-delà, et des voyants qui prétendent quant à eux, de prédire l'avenir avec différents supports. Deux activités complètement différentes, mais qui ont le même but final, étant de vendre du rêve à de pauvres gens qui sont en position de faiblesse pour différentes raisons, qu'un mentaliste honnête pourrait vous expliquer facilement, et vous dire que dans tout cela il y a un truc, mais en aucune manière une quelconque vérité. Alors Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévue celle-là? Vous voyez Jules-Édouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Bonjour, bonsoir à tous. Alors sur cette vidéo, je vais vous énumérer très rapidement quelques techniques utilisées par les médiums et les voyants. Mais juste avant
de regarder en détail, je veux d'abord vous préciser que pour moi, la médiumnité ou la voyance sont deux choses complètement différentes. En effet, un médium va prétendre entendre une voix de l'au-delà, donc en gros, entendre une voix des morts. Et oui, ils entendent des morts. Et un voyant va prétendre pouvoir prédire l'avenir avec support, carte, carte, pendule, boule de cristal, marque de café, j'en passe, et des meilleurs. Quand l'un entend des voix des morts, l'autre entend des voix de l'avenir. Mais ce qui est plutôt surprenant, c'est qu'effectivement, sur ces deux disciplines qui sont quand même relativement différentes, en général, un médium a tendance à dire qu'il est voyant et qu'un voyant est médium. Comme quoi, effectivement, que quand on a envie de s'accaparer des dons particuliers, on en trouve relativement facilement. Bref, je ne ferai pas de distinguo donc effectivement entre la médiumité et la voyance qui vont effectivement utiliser des techniques similaires, utilisées donc par les mentalistes. Mais je souhaite aussi d'abord vous préciser qu'un mentaliste est donc capable d'utiliser des techniques que vont utiliser les médiums et les voyants, mais qu'à contrario, effectivement, ce sera beaucoup plus difficile pour un voyant, un médium, de se faire passer pour un mentaliste. En effet, un mentaliste est capable de se faire passer pour un médium ou un voyant avec un taux de résultat en général équivalent, voire meilleur. Je précise, meilleur. Je ne présuppose pas effectivement que les voyants ou les médiums sont des charlatans. Dans le sens où effectivement certains ont conscience de ce qu'ils font et d'autres pas. Il est biaisé souvent de s'apercevoir qu'on a des résultats relativement bons et d'oublier rapidement les résultats mauvais. Ce qui pourrait effectivement m'arriver si effectivement je n'avais pas baigné dans l'art artistique, de pouvoir prétendre que j'avais des dons, effectivement, puisque j'ai un taux, entre guillemets, relativement bon dans le call reading, suite à un travail acharné dans cette discipline. Mais dans aucun cas, je précise, je ne notifie que j'ai des dons. Bref de bavardage, on va donc regarder la première technique, et pour ça j'ai pris des notes rapides, c'est juste pour ne pas oublier. Donc la technique, je vous ai en l'occurrence évoqué, c'est le call reading, ce qu'on appelle l'effet Fourier ou l'effet Barnum. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédemment, dans même plusieurs de mes vidéos. Alors, l'effet Barnum, c'est donc, pour la voyance, donc le fait de décrire un portrait très généraliste, et donc de trouver une image qui va correspondre à son client. Le client va lui-même faire la mise au point de cette image, et va se persuader qu'effectivement le médium ou le voyant a décrit la même image derrière, alors qu'on partait sur une image très généraliste. Ah, là je vois, je vois une couleur verte, là c'est dans la nature, il y a quelque chose de vert. Ah bah oui, c'est le jardin de mon grand-père. Ah bah c'est ça, c'est le jardin de mon grand-père. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ah, je prédis que chez vous, là je vois une petite boîte. Il y a comme une petite boîte, quelque chose. Alors, je sais pas si c'est une boîte numérique, mais il y a quelque chose dans votre salon. Oui, c'est carré, c'est quoi? C'est un cadre numérique, c'est une télévision, c'est une télécommande, peu importe. Bref. Ah, je vois que vous, dans votre enfance, vous avez effectivement un incident physique, moral, peu importe. Un client fera son image, il sera persuadé que l'image qu'il en a fait est celle du voyant ou du médium. Et donc là, vous êtes vite aperçu qu'effectivement, que sur un profil commun, que ce soit une banalité, sur un lieu commun, un fait, on avait tendance à le prendre pour soi. Et on est vite biaisé. Une des autres techniques utilisées par les médiums ou les voyants est de dire une chose et son contraire. En gros, l'ombre et la lumière, espace ou confinement, joie, tristesse, ordre ou désordre. Quand on propose une chose et son contraire, fatalement, on a toujours raison. Une des techniques les plus utilisées aussi est les phrases interro-négatives. Vous n'êtes pas quelqu'un de très persévérant. Donc on a une phrase entre l'interrogation et l'affirmation. Cette phrase peut être donc comprise dans un sens comme dans l'autre, soit dans la négativité, soit dans la positivité. Et donc le client va forcément renseigner instantanément le sens de la question pour lui. Je valide
ou je valide pas. L'essentiel, c'est que ça valide. L'essentiel, c'est que ça valide. La paraphrase, en retournant une insertion du client sous forme de question avec d'autres mots, un voyant pourra donner l'impression que son idée, elle vient de lui. Et si vous avez regardé par exemple, je prends parce que c'est quand même l'exemple le plus concret, la plupart des vidéos de Bruno, il utilise la paraphrase. Le client a donné l'information, il va le réutiliser avec ses mots à lui. C'est parce que le client a validé au préalable, peut-être 10 minutes, 20 minutes avant, que Bruno va pouvoir le réutiliser et donner que c'est lui qui a donné l'information et non le client. Il en est de même évidemment pour les voyants. On pourrait donner un exemple avec un voyant en disant vous venez parce que vous avez un problème d'argent, d'économie, est-ce que je vais faire des économies sur l'année. Puis tiens, on va sortir une carte, on sort une carte. Je sens effectivement que dans l'année, vous allez avoir des difficultés financières. Forcément, le client est venu pour ça. Il l'avait au préalable dit avant de venir au niveau de la séance. Sauf qu'effectivement, le voyant a paraphrasé, et donc a reformulé en indiquant que c'était lui qui avait trouvé l'information. Positiver. En effet, le client va plus se reconnaître volontiers dans un profil flatteur que négatif. De même que le client va préférer effectivement les bonnes nouvelles que les mauvaises nouvelles. Et donc, si le voyant, par exemple, a prédit pas mal de choses en disant ça va aller mieux, etc. Et que demain, le client s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas. S'il retourne voir son voyant, ce qui est surprenant, c'est que vous s'apercevoir que les voyants ont tendance à dire que oui, mais c'est vrai qu'en général, on essaye pas trop de donner des mauvaises nouvelles. Donc si c'est des bonnes nouvelles, c'est bien, ça valide. Et puis si aussi au final c'est pas des bonnes nouvelles et que la personne s'en aperçoit, ça valide aussi parce qu'en fait on ne l'a pas dit, c'était simplement pour vous préserver. Dans tous les cas, ça valide toujours. L'essentiel, c'est que ça valide. On pourrait parler aussi du all reading. On ne parle pas souvent. C'est en fait par rapport au call reading, c'est-à-dire qu'on va effectivement aller chercher une information du client au préalable avant de venir effectivement en séance, que ce soit chez le médium ou encore chez le voyant. Je m'explique. Vous avez téléphoné. Quand vous téléphonez, moi j'ai une application, j'ai tout de suite votre nom, votre prénom qui apparaît sur mon téléphone. Si vous êtes de la région, il n'est pas très compliqué de vous retrouver. Très facilement. Et je peux vous le confirmer, mon ancien métier était dans l'assurance vie. Et en l'occurrence, j'étais enquêteur pour les personnes qui étaient décédées. Je devais retrouver effectivement les bénéficiaires. Il faut savoir que dans les contrats d'assurance vie, sur les anciens contrats d'assurance vie, souvent on avait juste des prénoms sur un bout de papier, limite une feuille blanche où c'était marqué « à ma descendance, Marie ». Avec Marie, c'était un petit peu compliqué de retrouver est-ce que c'était sa fille, sa femme, etc. Je peux vous dire que ce n'était pas aisé. Mais effectivement, avec la technologie que nous avons aujourd'hui, on les retrouve facilement parce qu'avec Facebook, Internet, Google, les copains d'avant, il est très facile de remonter votre profil. Si vous ne parlez pas, Internet va parler pour vous. Je peux vous dire que un des outils que j'utilisais le plus souvent pour retrouver des bénéficiaires, Facebook, copains d'avant, mail, blog, Skyblog, j'en passe, et des meilleurs. Mais si effectivement vous avez perdu quelqu'un, on peut facilement être attristé de le notifier sur Facebook. Je pense que Dana vous le confirmera. Et donc en spectacle, quand je fais un spectacle, effectivement, on peut utiliser du all reading, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous achetez un billet et que vous venez me voir en spectacle, et que les billets ont été préservés, vous avez payé effectivement via Internet, j'ai votre nom, prénom, et que je peux effectivement aller rechercher des informations si j'en ai besoin. C'est plutôt relativement facile. Et je peux l'utiliser effectivement dans le cadre du spectacle. En l'occurrence, je l'ai encore fait sur ma première du spectacle Imaginarium. Et puis, puisqu'il faut que ça valide, on va parler de la validation subjective. L'essentiel, c'est que ça valide. Si un voyant va enchaîner une dizaine de propositions et que 8 sont fausses, le client va retenir uniquement que les 2 correctes. Étonnamment. Ah oui, parce qu'il faut que ça valide. Parce qu'en effet, les succès vont plus résonner que nos échecs. On retient plus facilement une réussite que des échecs. Au lieu de faire un listing du taux de réussite ou du taux d'échec,
faire un listing, et ben on va simplement retenir volontiers le taux de réussite. Se dire, bah, ah oui, mais ça, le voyant ou le médium l'avait prédit. Même s'il y a eu un taux d'échec. Ouais, ça, c'est pas grave, parce que ça, il l'avait vu. Il y avait 10 informations fausses. Il y en avait une bonne, je vais retenir la bonne. Ouais. Ça, c'est génial. On a le droit à... C'est pas une science exacte. C'est même déjà pas une science. Donc, on peut se tromper. Et je vais prendre un exemple utilisé par Richard, mon voisin. Pas mon voisin, hein. C'est Richard, mon voisin. Bon, je sais, il fallait que je la ressorte cette bague. Le voyant vous lance un avertissement. Faites attention aux accidents. On voit alors que 4 possibilités apparaissent. En effet, soit le client se souvient de la prédiction, soit il l'oublie. Et soit l'événement arrive, finalement, à plus ou moins longue échéance, soit ça n'arrive pas. Dans tous les cas, si on ne s'en souvient pas, c'est validé puisqu'on ne s'en souvient pas. Si ça arrive, on s'en souvient. Si ça, on s'en souvient mais que ça n'arrive pas, on pourra se dire effectivement que le voyant l'avait prédit. Dans tous les cas, ça valide toujours. Et pour valider effectivement cette petite vidéo, j'ai envie de vous parler d'Harry Houdini, un magicien chez les médiums. L'édition est sortie cette année en français. Je suis effectivement un des premiers à l'avoir lu dès le jour de sa sortie. Et j'ai envie simplement de vous dire cette phrase-là. Je suis prêt à me laisser convaincre. Mon esprit est ouvert, mais je crois que c'est mon devoir, pour le bien de l'humanité, de placer franchement devant les yeux du public les résultats de ma longue enquête sur le spiritisme. Harry Houdini. Effectivement, à la fin de sa vie, à la suite de la perte de sa mère, Houdini a fait une immense enquête sur le spiritisme. Des sœurs Fox jusqu'à Kardec, tout ce qui est lié à la médiumnité, tout est démonté, prouvé, que rien n'est fondé. Et aujourd'hui encore, la famille d'Houdini garde l'immense secret qu'avait déclaré Houdini à l'époque, et aucun médium voyant, à l'heure d'aujourd'hui, n'est capable de dire ce qu'avait dit Houdini. Le secret reste encore scellé. Et à mon avis, c'est pas prêt de changer. Mais bon, ça, l'essentiel, c'est que ça valide. L'essentiel, c'est que ça valide.